Annie Lee est née le 3 juillet 1985 à San José en Californie et a grandi dans une petite ville du nord de l'État appelée Placerville, dans une famille soudée d'origine vietnamienne. Élevée principalement par sa tante et son oncle, Annie et son frère Chris, ainsi que leurs 3 cousins, vivent tranquillement dans une modeste maison de style ranch, nichée dans un quartier boisé et calme. Mais dès son plus jeune âge, Annie avait envie de se démarquer, de rendre sa famille fière de ses réalisations. Ils avaient travaillé si dur pour lui offrir les opportunités qu'elle avait, alors elle trouvait juste de leur en donner un peu en retour. Au lycée, Annie travaille dur pour devenir membre de la National Honor Society et finir major de promotion. Mais Annie n'est pas seulement extrêmement intelligente, elle est aussi très populaire, consciencieuse, polie et amicale. Elle est déterminée et a un grand sens de l'humour. Elle a le cœur sur la main. En fait, elle est si brillante que ses camarades de classe l'ont élue la plus susceptible d'être le prochain Einstein. Passionnée par la biologie cellulaire, Annie rêve de devenir pathologiste de laboratoire et assure qu'elle est prête à passer la prochaine décennie à obtenir son doctorat en médecine. Le problème, c'est que malgré son dossier scolaire incroyable, obtenir la bourse dont elle a besoin pour faire de son rêve une réalité est compliqué et fastidieux. Son premier choix est l'université de Princeton, en raison de son programme scientifique sans précédent. Mais lorsque Annie envoie sa candidature au printemps 2003, elle reçoit une lettre de refus. Hallucinant. Sans se décourager, elle va postuler dans quelques universités de secours. Mais Annie étant Annie, elle décide d'envoyer une photo de ses fesses, habillée bien sûr, au doyen des admissions de Princeton. C'est exactement le genre de personnage excentrique et optimiste qu'Annie a toujours été. Selon une de ses camarades de classe, elle est le genre de fille qui jure, porte des talons de 12 cm tout en faisant des opérations chirurgicales sur des souris, mange du poulet frit sans prendre 1 kilo et utilise des smileys dans ses présentations sans perdre le respect de ses spectateurs pour autant. Annie sait donc qu'elle a un brillant avenir devant elle, où qu'elle aille. Et pour ses études de premier cycle, elle finit à l'université de Rochester, située dans l'ouest de l'État de New York, juste au bord du lac Ontario. Annie fait ses valises, dit au revoir à la Californie et parcourt 4200 km vers l'est jusqu'à l'État de New York, prête à affronter les rudes hivers de la côte est tout en commençant ses études en biologie du développement cellulaire. Mais ce qu'Annie ne s'attendait peut-être pas à trouver à l'université de Rochester, c'était l'amour de sa vie. Après avoir noué une amitié étroite avec son camarade de classe Jonathan Wadowski, les deux sont lentement tombés fous amoureux l'un de l'autre. Mais en 2007, Annie termine ses études de premier cycle et recherche l'école idéale pour poursuivre ses études supérieures. Jonathan est accepté à Columbia, à New York, pour suivre un master en physique appliquée et en mathématiques. Mais Annie a les yeux rivés sur un autre programme. Elle veut aller à Yale, à New Haven, dans le Connecticut, où elle pourra obtenir son doctorat en pharmacologie. Ils savent tous les deux que les années à venir ne seront pas faciles pour leur relation, mais ils savent aussi qu'ils veulent rester ensemble. Ils décident donc de se séparer sur le plan académique, mais jurent de continuer à s'aimer en gardant contact quotidiennement et en se rendant visite chaque fois que leur étude leur permettrait, ce qui n'était pas si difficile. Le trajet entre leurs 2 écoles prend environ 2 heures. Ainsi, en septembre 2007, Annie dit au revoir à contre-cœur à Jonathan et commence son voyage sur le campus de l'Ivy League. Fondée en 1701, Yale est en quelque sorte une capsule temporelle dans la ville de New Haven. Avec environ 260 bâtiments historiques, de magnifiques portes en fer forgé et des sentiers bordés d'arbres, le campus est un endroit pittoresque, voire distrayant pour étudier. Aujourd'hui, son nombre d'étudiants s'élève à environ 14 000. Comme l'a dit un jour l'ancien président de Yale, Richard Levin, le campus était, je cite, « assez grand pour être intéressant, mais assez petit pour être convivial, et c'est sûrement pourquoi Annie s'est sentie comme chez elle, confortablement installée dans son nouveau logement. » Et comme beaucoup d'étudiants de Yale, Annie ne s'aventure pas souvent hors du campus. Il semble que les quartiers entourant Yale soient en proie à la criminalité, à la drogue, aux gangs et aux fusillades occasionnelles, même si de nombreux habitants de la région de New Haven travaillent à l'université.
Aujourd'hui encore, Yale est le plus gros employeur de New Haven. Mais comme c'est souvent le cas dans une ville universitaire, les habitants ont des problèmes avec le campus en constante expansion et avec la richesse et les privilèges que ces étudiants apportent à leur ville de classe moyenne. Vous savez, des choses comme l'augmentation du trafic, la gentrification, les étudiants ivres qui font la fête jusqu'au bout de la nuit, ce genre de choses. Il y a une sorte de fossé tacite entre eux et ceux qui vivent à New Haven à plein temps. Annie semble en être consciente, car la sécurité sur le campus est devenue une préoccupation majeure pour elle. En fait, elle a même écrit un article pour le magazine de l'université offrant des conseils sur la façon d'éviter de devenir la victime d'un crime dangereux. Dans son article, Annie reconnaît que les vols sur le campus sont en hausse, certains d'entre eux entraînant des confrontations violentes et qu'il est important d'être attentif à son environnement. Après avoir inclus des entretiens avec le chef de la police de Yale, oui, ils ont leur propre police, Annie conclut son article en disant que New Haven est une ville et que toutes les villes ont leurs dangers, mais qu'avec un peu d'intelligence, tous les habitants peuvent s'unir pour éviter de devenir une autre statistique. Malheureusement, Annie allait bientôt se rendre compte que ce n'était pas si simple. Au cours de l'année suivante, Annie se concentre sur ses études tout en entretenant sa relation à distance avec son petit ami Jonathan. Et finalement, lors d'une visite en 2008, il met un genou à terre et demande à Annie si elle souhaite passer le reste de sa vie avec lui. Et Annie répond bien sûr que oui, elle est aux anges, impatiente de commencer à planifier leur mariage. La date est fixée, ce sera le dimanche 13 septembre 2009, dans un belvédère surplombant un étang à New York. Mais Annie ne laisse pas l'organisation de son mariage prendre le pas sur ses projets de recherche. Dès sa 2e année, elle commence déjà à travailler sur son sujet de thèse, les effets de certaines protéines sur les maladies métaboliques, comme le diabète ou le cancer, ce qui signifie qu'Annie passe une grande partie de son temps libre dans le bâtiment du laboratoire de Yale, au 10 Amistad Street, à environ 20 minutes à pied du campus, mais presque en face de son bureau. Annie passe la majeure partie de son temps dans ce laboratoire à surveiller et tester les effets de différents médicaments sur des souris et des rats. Oui, elle fait des tests sur les animaux, mais pour elle, c'est pour une bonne cause. Son objectif ultime est de trouver de nouvelles façons de guérir ces maladies débilitantes. Nous sommes le 8 septembre 2009. Annie est à 5 jours de se marier. Une fois tous les derniers détails réglés, elle calme ses nerfs en se distrayant avec ses recherches. Elle a encore quelques dernières tâches à terminer avant de partir pour New York. Ce matin-là, les premiers froids de l'automne s'abattent déjà sur le campus. Alors que les feuilles se préparent à changer de couleur, Annie Lee range ses livres dans son sac et saute à bord de la navette du campus pour se rendre à son bureau à Sterling Hall, à quelques pâtés de maison du 10 Amistad. Arrivée, elle pose ses livres sur son bureau et termine quelques devoirs. Ensuite, elle prend sa carte d'identité magnétique pour aller vérifier l'état de ses souris à l'Amistad. Elle n'en a pas pour longtemps, c'est pratiquement de l'autre côté de la rue. Alors elle laisse son sac à main, son portefeuille et son téléphone portable dans son bureau et verrouille la porte avant de partir. Elle prévoit d'être de retour dans 1 heure ou 2. Apparemment, elle a l'habitude de laisser ses affaires pour aller au labo, car celui-ci se trouve au sous-sol et il n'y a pas de réseau là-bas dessous. Donc, pas besoin d'avoir son téléphone sur elle. Il est environ 9h du matin lorsque la vidéosurveillance filme Annie entrant dans le bâtiment Amistad, un bâtiment doté de l'un des systèmes de sécurité les plus intensifs de Yale. Plus de 70 caméras différentes sont braquées sur le complexe. Et le seul moyen d'entrer et de se déplacer à l'intérieur du bâtiment, c'est d'utiliser l'une des cartes d'identité magnétique. C'est principalement dû au quartier et au fait que le bâtiment de recherche médicale a déjà été pris pour cible par des militants des droits des animaux qui cherchaient à libérer les cobayes. Ainsi, après être entrée dans le bâtiment, la carte d'identité d'Annie est glissée dans le laboratoire de son professeur Bennett, dans la salle G13. Elle enfile sa blouse blanche, vérifie les souris dans leur cage et commence à rédiger le rapport d'observation de la journée. Mais vers 12h40, une alarme incendie se déclenche dans l'immeuble 10 Amistad et des centaines de personnes sont obligées d'évacuer, attendant à distance de sécurité que le feu vert soit donné pour rentrer. Et beaucoup ont présumé qu'Annie était parmi eux. Mais à 17h, sans nouvelles de leur amie, les colocataires d'Annie, qui attendent son retour comme d'habitude, commencent à se poser des questions. Mais comme il n'est pas rare qu'Annie soit confrontée à un problème dans le laboratoire et passe plus de temps que prévu sur son travail, elles attendent.
Mais 19h sonne et toujours aucune nouvelle d'Annie. Ses colocataires l'appellent sur son téléphone portable plusieurs fois, sans succès, puis commencent à s'inquiéter. La situation s'aggrave encore lorsqu'elle réalise que Annie n'a donné de nouvelles à personne cet après-midi-là, y compris son fiancé Jonathan, qu'elle doit épouser dans une semaine, rappelez-vous. Elle devait l'appeler à 19h comme d'habitude, mais ne l'a pas fait, sans prévenir ni rien, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Une fois 22 heures passées sans aucun signe d'Annie, ses colocataires estiment qu'il est temps d'alerter la police du campus. Les filles expliquent que non seulement personne n'a eu de ses nouvelles de toute la journée, mais qu'elle a également manqué son cours de fin d'après-midi, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Ning Ning, une camarade de classe et amie de la jeune femme, dit qu'elle a vu Annie pour la dernière fois ce matin-là vers 8h et qu'elle portait un pull blanc, un t-shirt vert, une jupe marron et un collier à grosses perles marron. Les filles précisent qu'elle est censée se marier dans 5 jours, donc que ce soudain silence est extrêmement alarmant. Mais au contraire, les policiers prennent cette information comme une explication. Pour eux, Annie est partie décompresser avant son grand jour, ou alors elle a eu peur et s'est enfuie. Un peu comme Jennifer Wilbanks, cette femme dont l'affaire est carrément appelée l'affaire de la mariée en fuite. Il apparaît que le 26 avril 2005, pour éviter son mariage avec John Mason, son fiancé, le 30 avril, Jennifer s'est enfuie de chez elle. Sa disparition a déclenché des recherches dans tout le pays et une intense couverture médiatique, y compris des spéculations sur le fait que Mason l'avait tuée. Le 29 avril, Jennifer a appelé Mason depuis le Nouveau-Mexique et a prétendu à tort qu'elle avait été kidnappée. Enfin bref, la théorie tombe assez vite à l'eau lorsque la police vérifie le bureau d'Annie dans le bâtiment Sterling, puisqu'ils y trouvent son téléphone portable, son sac à main et son portefeuille. Sous-entendu, elle ne s'est pas enfuie, et il y a bien un problème. Ou alors, c'est tout le contraire. Certains enquêteurs pensent toujours qu'Annie est partie, effrayée par les responsabilités qui pèsent sur ses minces épaules. Ils pensent au cas de Petra Patitska, cette jeune femme brillante qui écrivait sa thèse sur le langage informatique et qui a disparu le 26 juillet 1984 sans laisser de traces. En 1987, Gunther K. avoue le meurtre. L'affaire est classée 2 ans plus tard. Le corps, jamais retrouvé. Mais 31 ans plus tard, elle réapparaît, bien vivante et en bonne santé. Selon The Telegraph, la jeune femme avait imaginé tout un plan pour disparaître, louant un appartement en secret avant sa fuite, pour laquelle elle avait mis de côté plus de 4000 Deutschmark. Elle a vécu 31 ans, sans carte de sécurité sociale ni compte en banque. Elle payait tout en liquide et travaillait au noir. Et le pire, pour la famille qui lui reste, c'est qu'elle refuse de s'expliquer et ne souhaite pas reprendre contact avec ses proches. Le psychologue allemand Gerd Zimek analyse cette fuite comme une fugue dissociative, un trouble psychiatrique très rare, conduisant certaines personnes à oublier totalement leur propre identité et en adopter une autre. On pense aussi à l'affaire Brenda Heist, sur laquelle j'ai fait une vidéo. Cette mère de 2 enfants qui quitta sa vie entière sur un coup de tête pour réapparaître sans prévenir 11 ans plus tard. Alors, est-ce cela qui est arrivé à Annie ? Après tout, il est vrai que la veille de sa disparition, elle a passé un coup de téléphone à sa meilleure amie, lui faisant part de ses doutes à propos de son mariage et lui demandant si d'après elle, elle ne faisait pas une bêtise de se marier si jeune. Pour continuer sur cette théorie, le fait finalement que les enquêteurs trouvent dans son bureau son téléphone portable, son sac à main et son portefeuille, c'était peut-être prévu. Annie l'a peut-être fait exprès pour qu'on ne puisse jamais la retrouver, qui sait ? Quand on y réfléchit, ça a été mis en place d'une telle manière qu'on dirait presque que c'est une mise en scène, non ? Mais ses proches, ses amis, ses professeurs même, refusent catégoriquement cette approche. Annie a la tête sur les épaules, elle aime sa vie, elle est heureuse, c'est inenvisageable. Les enquêteurs se mettent à examiner les caméras de vidéosurveillance des bâtiments de l'université, bien décidés à retracer les pas de la disparue. Ils ont 750 heures de vidéosurveillance à vérifier. Le lendemain, la nouvelle de la disparition d'Annie se répand déjà, tandis que la police continue de parcourir les images. Les enquêteurs appellent les hôpitaux de la région pour vérifier si Annie n'y a pas été admise, sans succès. Évidemment, ils procèdent à une enquête de voisinage, mais ça ne donne rien non plus. Jonathan précise qu'Annie n'a pas d'antécédent de maladie mentale, d'abus de drogue ou d'alcool et n'a jamais été portée disparue auparavant.
Ses amis la décrivent comme incroyablement amicale, elle n'a aucun ennemi, elle n'a pas d'amant ou quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire apparemment. Le mercredi 9 septembre, le conseiller pédagogique d'Annie signale qu'elle ne s'est pas présentée au travail au laboratoire ce matin-là. De plus, elle a oublié de prévenir les 8 autres étudiants de son groupe de son absence, ce qui est le protocole habituel. Et quand Annie manqua d'autres cours cet après-midi-là, tout le campus se mit à chuchoter. Annie s'est-elle enfuie avec quelqu'un d'autre? A-t-elle été kidnappée? Ou la vérité était-elle encore pire? Plus tard dans la journée, après que la police eut fini de passer au peigne fin les images de l'extérieur de l'Amistad, ils découvrent une image granuleuse de la jeune femme entrant dans le bâtiment dans les mêmes vêtements que ceux avec lesquels elle a quitté la maison le matin de sa disparition et portant une sorte d'objet en forme de boîte. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas d'autre image d'Annie quittant le bâtiment. Alors, est-il possible que cette petite brune ait été perdue quelque part dans la foule pendant cet exercice d'incendie et ne soit jamais revenue à l'intérieur? Une autre théorie, bien plus sombre cette fois-ci, fait aussi son chemin dans l'esprit des enquêteurs. Il paraît peu probable qu'Annie ait pu quitter l'établissement à pied, mais comme elle est très petite, on aurait pu la transporter dans une valise ou un sac de voyage, comme cette pauvre Grace Milan. Mais aucun bagage suspect n'est aperçu sur les caméras de vidéosurveillance. Cela laisse donc 2 possibilités. Soit Annie est toujours dans le bâtiment, soit elle a réussi à en sortir par le dernier moyen possible. Vous avez une idée? Et oui, les poubelles. Et si Annie avait été cachée dans un des sacs d'ordures? Il y a 5 types d'ordures différentes qui sortent du laboratoire. Les déchets ordinaires, les carcasses d'animaux, les déchets d'origine animale, le recyclable et les matières présentant un risque biologique. Mais il faut se dépêcher, car certains types de déchets sont directement emmenés pour être incinérés. Alors les enquêteurs fouillent les parkings, les poubelles et les bennes à ordures, mais rien n'est trouvé. La décharge la plus proche est également fouillée. On parle de centaines et de centaines de sacs poubelles. La probabilité pour qu'Annie soit retrouvée, si c'est bien ce qui lui est arrivé, est infime. Mais quand on y réfléchit, la jeune femme n'a pas disparu de n'importe quel bâtiment. Il s'agit du laboratoire de Yale, un établissement sécurisé et soumis à des conditions d'entrée, comme le fait de posséder une carte magnétique, comme je le disais. Elle est nécessaire pour entrer dans chacune des pièces du bâtiment. Elle enregistre l'heure d'entrée. Problème, il n'est pas nécessaire de la glisser pour sortir d'une pièce. Donc, la piste d'Annie se perd après qu'elle soit entrée dans la pièce G13. Mais ça reste un indice énorme. Quiconque a fait disparaître Annie est un habitué du bâtiment. La personne a dû insérer sa carte pour entrer. Donc, il y a une trace quelque part. Il suffit de la trouver. Autre problème, le bâtiment des laboratoires de Yale est renommé et des centaines d'études scientifiques sont en cours. La police n'a pas la possibilité de faire sortir tout le monde et de fermer complètement l'établissement pour que plus personne n'y entre. Certaines études coûtant des millions de dollars nécessitent que quelqu'un soit présent régulièrement. Impossible de mettre le bâtiment en quarantaine. Impossible donc de mettre la scène de crime s'il la trouve sous scellé, ce qui complique forcément l'enquête. Le vendredi 11 septembre après-midi, Annie aurait dû se faire une manucure et se préparer pour son mariage du week-end. Au lieu de cela, toute la ville de New Haven est en état d'alerte maximale à la recherche de la future mariée disparue. Un média local offre une récompense de 10 000 $ pour toute information concernant la disparition d'Annie. Jonathan est venu de New York pour aider à la recherche de sa future femme et une véritable chasse à l'homme commence. La disparition d'Annie est un véritable mystère. Il n'y a aucun signe de lutte dans son bureau ou dans son laboratoire, aucun témoin qui n'a vu quelque chose d'étrange, personne dans son entourage n'a aucun mobile pour lui avoir fait du mal, et elle n'a pas pu s'enfuir, elle devait se marier avec son meilleur ami, l'amour de sa vie, quelques jours plus tard. Alors, que s'est-il passé? Des activistes pour les droits des animaux, peut-être? Après tout, ça s'est déjà vu, comme à l'université du Minnesota, où des activistes sont entrés dans le laboratoire et ont libéré des pigeons et des souris, volé des disques durs et des carnets de notes. Ou encore au laboratoire Spence, où un groupe cagoulé est entré et a libéré 400 souris, a versé des produits chimiques sur les ordinateurs et échangé les étiquettes qui étaient sur les cages. Alors certains seraient-ils allés plus loin cette fois et auraient kidnappé une chercheuse pour prouver quoi que ce soit? Mais pourquoi Annie? Il y a une centaine de chercheurs qui travaillent dans ce laboratoire.
Le samedi, la police du campus est rejointe par la police de l'État du Connecticut, qui passe au peigne fin chaque centimètre carré du 10 Amistad à la recherche de signes de la disparition d'Annie. Chaque porte, chaque casier, chaque salle et chaque laboratoire sont vérifiés avec minutie. Il tombe dans le vestiaire sur une paire de chaussures de travail qui semble être tachée de sang et auxquelles il manque les lacets. Il découvre aussi une blouse médicale avec du sang sur la poche. Dans le couloir, dans un bac de linge sale, il récupère un pantalon bleu médical avec des petites taches sombres dessus. Dans la pièce G22, il y a des petites éclaboussures de sang sur le mur et les enquêteurs retrouvent une perle, par terre, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de la perle du collier d'Annie, celui qu'elle portait le jour de sa disparition. Mais d'après le relevé de sa carte magnétique, elle n'a jamais été dans la salle G22 ce jour-là. Alors, pourquoi son collier serait-il cassé? Un accident? Mais surtout, pourquoi aurait-on trouvé une perle sous l'étagère de la salle G22? Ce n'est qu'une unité de stockage. Après avoir minutieusement vérifié chaque centimètre de cette pièce, l'agent est sur le point de partir quand une intuition le fait s'arrêter. Naturellement, nous avons tendance à regarder les choses qui sont à la hauteur de nos yeux, ou plus bas, mais rarement en l'air. Alors cet agent aurait très bien pu passer à côté. Il allait partir, il a la main sur la poignée de la porte, mais quelque chose lui dit de se retourner et de regarder au plafond. L'une des dalles est légèrement de travers. Il appelle ses collègues et leur montre du doigt sa découverte, puis prend une échelle, monte dessus, pousse le carré en plâtre pour le mettre sur le côté et passe la tête dans l'espace. Là, il trouve une chaussette blanche avec ce qui semble être des taches de sang et un seul gant en caoutchouc. Et dans le laboratoire d'Annie, il trouve une autre tache de sang, mais il semble que quelqu'un a essayé de la nettoyer. Mais voilà le problème. C'est un laboratoire, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de tests sur les animaux. Les enquêteurs doivent donc se demander si ce sang est bien humain. C'est bien à cela que servent les tests ADN, mais malheureusement, il faut attendre un peu. Le dimanche 13 septembre, Annie aurait dû enfiler sa robe de mariée et remonter l'allée pour épouser son meilleur ami, Jonathan, et devenir Madame Widaski. Annie a passé beaucoup de temps à préparer son mariage, et pas seulement à trouver la robe parfaite, ou la décoration parfaite, ou le traiteur parfait. Pendant des mois, elle a étudié l'hébreu, car une partie de la cérémonie devait se dérouler selon les traditions juives, la religion de Jonathan. Elle a brodé à la main des perles sur son voile de mariée. Elle a voulu créer la liste de mariages alignée à leurs valeurs, alors elle a demandé aux invités, plutôt que de leur faire des cadeaux, de faire un don à l'association caritative I Have a Dream, qui soutient les étudiants à faible revenu poursuivant des études supérieures. Mais au lieu de cela, ce dimanche 13 septembre, la police est de retour dans les couloirs de l'Amistad, cette fois avec une unité canine pour rechercher de nouveaux indices sur le lieu où la jeune femme a été vue pour la dernière fois. Et malheureusement, ce jour-là, ils font une découverte absolument dévastatrice. Vers 16h30, les policiers se rendent au niveau inférieur du bâtiment, là où sont les vestiaires et le laboratoire d'Annie. En fait, depuis quelques jours, ils sentent une odeur inquiétante. Vous savez, cette odeur apparemment reconnaissable entre toutes, qu'on espère ne jamais sentir. Les détectives chevronnés ont vite compris qu'il ne s'agissait pas simplement de vieilles chaussettes et d'un short de sport, ou des cages des souris malodorantes. L'odeur est clairement celle d'un corps en décomposition. Sauf qu'ils n'arrivent pas à savoir d'où elle vient. Ils entrent dans une pièce, la sentent, puis elle disparaît comme si quelqu'un avait vaporisé du parfum et était parti. En fait, tout le bâtiment est équipé d'un système de ventilation ultra moderne qui a coûté des millions de dollars pour garder l'air aussi stérile que possible. Ils savent qu'Annie est là, mais ils n'arrivent pas à la retrouver. Pour vous donner une idée, le bâtiment fait environ 12 hectares. Ça va être long. Un chien, Max, est appelé en renfort. C'est un berger allemand entraîné à réagir qu'à une seule chose, les restes humains. Il entraîne les officiers tout droit dans l'un des toilettes du sous-sol, juste en face de la salle G22, le local de stockage dont j'ai parlé plus tôt. Max n'a aucune hésitation. Il passe la porte bleu vif et se dirige dans l'une des cabines individuelles et s'arrête. Il s'assoit au milieu de la cabine de toilette et les enquêteurs ne comprennent pas. Il est assis, c'est son signal. Il regarde fixement, mais ça n'a aucun sens. Il regarde directement le mur.
Il y a là un panneau de la taille d'un écran d'ordinateur que les détectives retirent pour trouver un espace de 20 cm utilisé pour cacher la tuyauterie. Et ce qu'ils voient directement, ce sont des taches de sang. Mais à part ça, il n'y a rien là-dedans, sauf que le chien continue d'aboyer. Alors l'un d'eux passe sa tête plus profondément par le trou, là, derrière ce mur, et fait une découverte innommable. Il tombe sur le cadavre d'une jeune femme. Elle ne porte qu'une chaussette blanche, qui correspond à l'unique chaussette blanche ensanglantée trouvée dans le plafond de la salle de stockage G22, tout comme l'unique gant chirurgical qu'elle porte sur une main. Des petites perles sont trouvées à l'intérieur de ses vêtements qui correspondent à la perle marron trouvée dans la salle G22. Son corps a été si déformé, si mutilé pour entrer dans ce minuscule espace qu'elle est à peine reconnaissable. Mais il n'y a aucun doute, c'est bien le corps d'Annie Lee. C'est un euphémisme de dire que les enquêteurs sont complètement ébranlés quand ils doivent annoncer à la famille qu'ils ont retrouvé le corps de la jeune femme. Ils doivent dire à son fiancé Jonathan qu'il n'y aura pas de mariage, qu'elle est morte et qu'elle a été tuée. Une amie d'Annie dit que celui ou celle qui a fait ça a enlevé une vie précieuse, la vie d'une personne qui avait tant de potentiel, qui aurait pu changer le cours de l'histoire, qui aurait pu contribuer à développer un médicament qui aurait sauvé des millions de vies, enlevé un trésor. Le corps d'Annie est analysé par le médecin légiste et ce dernier établit que la cause du décès est une asphyxie traumatique par compression du cou. En d'autres termes, Annie a probablement été étouffée. Ils ont également découvert qu'avant sa mort, sa mâchoire et sa clavicule ont été brisées. Annie s'est sûrement battue pour sa vie. Son soutien-gorge est remonté au-dessus de sa poitrine et ses sous-vêtements sont autour de ses chevilles. Un stylo bic vert est retrouvé sous son corps. Mais par chance, si l'on peut dire, c'est que 2 ADN différents sont retrouvés sur le corps de l'étudiante, ce qui signifie qu'ils ont de bonnes chances de découvrir qui a tué Annie. Surtout grâce à l'endroit où Annie a été découverte. Car rappelez-vous, le bâtiment Amistad exige un badge pour chaque pièce. Il est donc probable que cette personne en possède un, donc qu'elle travaille à l'intérieur du bâtiment, peut-être un autre étudiant, un professeur, voire un concierge. Mais un problème se pose à ce stade de l'enquête. La police n'a pas bouclé l'Amistad avant d'avoir découvert le corps d'Annie. Pendant 6 jours entiers, alors qu'elle était absente, des gens allaient et venaient, contaminant littéralement une scène de crime. Pour s'expliquer, la police affirme qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils avaient affaire à un homicide à ce moment-là. Pour eux, il s'agissait simplement d'une affaire de disparition. L'autre complication est que, même si le système de sécurité à l'extérieur de l'Amistad semble très strict, il n'y a aucune caméra de surveillance à l'intérieur du bâtiment. De plus, la plupart des pièces sont insonorisées, ce qui signifie que quiconque aurait crié à l'aide n'aurait probablement pas été entendu. La première étape consiste à rechercher les 2 profils dans la base de données CODIS et un seul d'entre eux est retenu. Il fallait que ce soit quelqu'un qu'elle connaissait, un autre étudiant ou un professeur, quelqu'un qui connaissait son emploi du temps et qui savait où elle se trouvait. Quelqu'un dont elle n'aurait pas eu peur lorsqu'elle était au laboratoire. L'un des 2 profils d'ADN masculin correspond à celui d'un certain Chris Robinson. Il est dans la base de données CODIS pour un test de dépistage de drogue, car il a été inculpé pour trafic il y a 8 ans et son adresse figure dans la base de données, pas très loin du laboratoire de recherche d'ailleurs. Mais il y a un problème. Chris Robinson a été assassiné 2 ans avant qu'Annie ne soit retrouvée dans le mur du sous-sol. Cet homme est mort. Et puis, il n'a jamais été étudiant à Yale, il n'a jamais travaillé comme technicien de laboratoire, il n'avait aucune relation avec Annie avant sa mort. Alors comment son ADN s'est-il retrouvé sur Annie ? La police vérifie qu'il est bien mort, et c'est bien le cas. Alors quoi ? Un jumeau ? Ils ont des séquences ADN identiques ? Mais non. Il est confirmé que Chris Robinson n'a pas de jumeaux. Les autres membres de sa famille sont écartés. Les erreurs de contamination du laboratoire sont écartées. En fait, tout est écarté au point que cet ADN semble presque avoir été placé là. Comment l'ADN d'un homme mort peut-il pénétrer dans les murs d'un laboratoire de recherche sécurisé de Yale sur un corps décédé ? Finalement, les enquêteurs trouvent la solution et elle est absolument incroyable. Le bâtiment de l'Amistad est tout neuf, il a été inauguré en octobre 2008.
Le chantier a coûté 88 millions de dollars et le laboratoire possède plus de 250 postes de travail scientifiques, des installations de microscopie sophistiquées et une technologie avancée pour le tri des cellules. Le bâtiment est également respectueux de l'environnement. Il dispose de lumières qui s'éteignent automatiquement, d'un système de collecte des eaux de pluie et d'autres caractéristiques dites vertes. Vous vous en doutez, des centaines de personnes ont travaillé sur ce chantier, des ouvriers, des électriciens, des plombiers et bien d'autres. Les chances que cela arrive sont insensées, mais Chris Robinson a travaillé sur la construction du laboratoire de recherche. Alors qu'il travaille en plein été 2007, dans la chaleur étouffante du Connecticut, il transpire et ses gouttes de sueur tombent dans la zone où se trouve le panneau électrique, derrière les toilettes. Les cloisons sont scellées et comme il s'agit d'une installation ultra moderne, la température est maintenue automatiquement à un niveau très froid pour le bien des recherches scientifiques et tout cela permet de préserver l'ADN de Chris, qui reste absolument intact dans les perles de sueur qui sont tombées et ont séché derrière ce mur. Et une fois que le corps d'Annie est placé dans le mur, des années plus tard, son ADN est transféré sur la peau et les sous-vêtements de la jeune femme. C'est absolument fou. Enfin bref, donc la piste de Chris Robinson se referme. Les autorités n'ont donc plus qu'un seul profil ADN sur lequel se baser, et elles ont une petite idée de qui il s'agit. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un témoin s'est manifesté dès le 9 septembre, 4 jours avant la découverte du corps d'Annie, pour dire qu'il avait vu quelque chose qui pourrait être utile à l'enquête. Nous faisons donc un petit retour en arrière. Ce jour-là, les enquêteurs sont encore en train de fouiller chaque centimètre carré de l'Amistad à la recherche de preuves lorsqu'un des techniciens de laboratoire s'adresse à l'officier Jennifer Garcia. Il dit avoir des informations sur Annie. La veille, le dernier jour où elle a été vue, il dit avoir vu la jeune femme quitter le bâtiment vers 12h30, juste avant que l'alarme incendie ne se déclenche. Elle portait un carnet et 2 sacs de nourriture pour souris, précise-t-il, mais il ne lui a pas parlé ni n'a demandé où elle allait. L'inspecteur Garcia prend note et pense qu'au moins maintenant, ils ont un créneau horaire où ils peuvent revérifier les caméras, peut-être voir si elle repère Annie en train de partir. Le lendemain, 10 septembre, l'officier Garcia revient dans la salle G13, le laboratoire d'Annie, avec plusieurs autres personnes, et cette fois, quelque chose d'encore plus alarmant est porté à son attention. Ce jour-là, un autre collègue d'Annie s'approche d'elle pour lui montrer un élément très troublant. Le collègue conduit Garcia vers une boîte de lingettes posée sur un chariot en acier et lui dit « Est-ce que ça ne ressemblerait pas à du sang ?» Et en effet, ça en a tout l'air. L'enquêtrice appelle de loin l'un des autres agents pour qu'il vienne prélever des échantillons, mais alors qu'elle attend qu'il arrive, un technicien de laboratoire s'approche et commence à discuter avec elle. Pendant ce temps, il s'appuie sur le chariot en acier, essayant de déplacer cette boîte de lingettes hors de son champ de vision. Et puis, bizarrement, il quitte la salle et revient avec du nettoyant et des lingettes de nettoyage et commence à astiquer le siphon de sol, car toutes les salles de laboratoire sont équipées de grilles et de siphons de sol. Donc, il nettoie ce siphon de sol de la salle G13 devant l'officier de police et ce dernier le laisse faire, parce qu'en soi, ça fait partie de son poste, mais c'est quand même très curieux. Et le plus étrange, c'est que l'officier dira à ses collègues plus tard que ce siphon n'avait pas l'air d'avoir besoin d'un nettoyage, et qu'en fait, il semblait même avoir été nettoyé récemment. Cette attitude bizarre met la puce à l'oreille des enquêteurs. Parce que, surprise, surprise, ce technicien est le même qui a dit à l'agent Garcia la veille qu'il a vu Annie quitter le bâtiment avant l'alarme incendie. L'agent remarque aussi des griffures sur le visage de l'homme et sur son biceps gauche, des ecchymoses fraîches sous ses yeux, sur sa poitrine, son bras et son oreille. Ce technicien de laboratoire s'appelle Raymond Clark, 3e du nom. Ancien athlète de 24 ans, Raymond, dit Ray, est le genre de gars que les gens décrivent comme un peu timide, mais aussi extrêmement sympathique et doté d'un grand sens de l'humour. Bien qu'il ait obtenu son diplôme d'études secondaires avec mention, Raymond a décidé qu'il n'était pas intéressé par des études universitaires. Il voulait rester en ville, être proche de sa famille et trouver un emploi à proximité. En fait, il avait déjà en tête de trouver un travail dans l'un des laboratoires médicaux de Yale, où sa sœur et son beau-frère travaillent déjà. Après tout, les emplois techniques payent plutôt bien si l'on peut supporter ce genre de travail. Et je parle du fait de devoir mettre des souris à mort. Ray passe donc la majeure partie de sa journée à nettoyer des cages sales, à soulever de lourds sacs de nourriture et de litière et à euthanasier les animaux lorsqu'on lui demande. Les techniciens de laboratoire comme Ray ont la responsabilité de surveiller les sujets d'essai et de s'assurer que tout est conforme aux normes éthiques.
Et souvent, si quelque chose ne va pas, c'est sur eux que les professeurs et les étudiants rejettent la faute. C'est pour cette raison qu'il y a un fossé entre les scientifiques et les techniciens, un peu comme celui que j'ai expliqué plus tôt entre les étudiants et les habitants de New Haven. Ainsi, d'un sentiment commun, la plupart des étudiants et des professeurs travaillant à l'Amistad disent de Ray Clark qu'il garde la tête basse, qu'il aime travailler au laboratoire parce qu'il peut non seulement voir sa sœur et son beau-frère, mais aussi sa nouvelle fiancée, Jennifer. Le couple prévoit d'ailleurs de se marier en décembre 2011. Et en parlant de Jennifer, cette dernière semble très véhémente, comme nous pouvons le lire dans un post qu'elle a écrit sur son blog. Le post date de mai 2008. Je cite. Le printemps est dans l'air à cette époque de l'année, il semble que les rumeurs fleurissent plus vite que les fleurs, ou du moins c'est le cas au centre de recherche animale de Yale. J'ai remarqué récemment que ma relation semble être au centre de beaucoup de ces rumeurs. Je pourrais être une garce et faire courir des rumeurs à mon tour, car Dieu sait que certaines personnes le méritent, mais je choisis d'ignorer ces rumeurs et d'essayer de garder à l'esprit que les personnes qui en sont la source sont un peu jalouses. Il n'y aura donc pas de confrontation, pas de cris, rien de tout cela, parce que la vie est trop courte. Il, en parlant de Ray donc, ne s'intéresse à aucune des autres filles du centre de recherche. Nous ne sommes pas séparés et nous ne l'avons jamais été. Nous n'avons pas quitté l'équipe de softball pour une autre raison que le fait que nous avons déménagé à 30 minutes de New Haven et que faire des allers-retours serait une perte de temps et d'argent. Si vous savez de quoi je parle, vous pouvez probablement, si vous avez la moitié d'un cerveau, en arriver à la conclusion que tout cela n'est qu'un tas de conneries. Aux tristes individus qui parlent dans mon dos, continuez votre vie. Le 10 septembre, 2 jours après la disparition d'Annie, elle écrit à nouveau, je cite « Qui êtes-vous pour juger la vie que je vis ? Je sais que je ne suis pas parfaite et je ne cherche pas à l'être. Mais avant de commencer à pointer du doigt, assurez-vous de balayer devant votre porte. » Drôle de coïncidence, non ? Pour en revenir à Ray, certains disent que derrière ce farceur qui aime plaire aux gens, il y a une autre facette de Raymond Clark. C'est un maniaque du contrôle qui vous réprimande si vous ne suivez pas les règles, comme porter des couvre-chaussures au laboratoire. Son entourage est interrogé et son ancienne petite amie du lycée raconte qu'il est devenu extrêmement contrôlant au fur et à mesure que leur relation avançait, lui disant quoi porter, avec qui elle pouvait parler, et qu'à plusieurs reprises, il s'en est pris à elle physiquement. Lorsqu'elle a essayé de rompre avec Raymond, elle a reçu des menaces dans son casier et réfléchissait très sérieusement à porter plainte pour harcèlement et agression sexuelle. Mais elle ne l'a jamais fait. Même les nouveaux voisins de Ray ont déclaré avoir eu quelques confrontations inconfortables et menaçantes avec lui. Sachant tout cela, la police commence à se concentrer sur Raymond Clark. Et voici ce qu'ils découvrent. Le 8 septembre, le jour où Annie a disparu, seulement 3 personnes sont entrées dans la salle G13. Annie, un homme du nom de Lucas Frey et Raymond Clark. Lucas n'a pas vu Annie ce jour-là et n'a aucun lien de parenté avec elle, alors il est rapidement écarté. Il ne reste donc plus qu'Annie et Raymond, et ce qui est troublant concernant Annie, c'est que la dernière fois qu'elle a utilisé sa carte magnétique, c'était vers 10 ou 11 heures du matin pour rentrer dans la salle G13. Et après cela, sa carte n'a plus jamais été utilisée. Ray, lui, est entré dans la salle G13 à 11h04 et y est resté pendant environ 46 minutes, puis entre 10h40 et 15h45, il est entré et sorti des salles G13 et G22 55 fois au total. G22 est la pièce de stockage où la perle, la chaussette et tout ça ont été retrouvés. Je vous vois venir et me dire « Oui mais peut-être qu'il fait toujours ça à cause de son travail, il a l'habitude de se rendre souvent dans les mêmes pièces ?» Pour vous donner une idée, pour la période du 27 août au 8 septembre, donc pendant 12 jours, Ray a utilisé sa carte pour entrer dans la salle G13 11 fois. Et là, le jour de la disparition d'Annie, il entre dans la pièce 55 fois en 5 heures. Et surtout, Annie n'est jamais entrée de son plein gré dans la salle G22, là où ses affaires sont retrouvées. Nous revenons au 10 septembre. Raymond est emmené au poste de police pour un interrogatoire peu après avoir nettoyé le siphon de sol, quelques jours avant que le corps d'Annie ne soit retrouvé donc. Ils lui font passer le test polygraphique auquel il échoue, mais comme nous le savons, cela ne veut rien dire, alors ils doivent le laisser partir. Puis le 12 septembre, la police retrouve ses chaussures de travail ensanglantées. Elles appartiennent à Ray. Alors la police analyse la vidéo de surveillance prise le matin du 8 et il voit Ray entrer dans le bâtiment en tenue de laboratoire, mais lorsqu'il le voit ressortir, Ray porte une tenue complètement différente.
Il retrouve aussi des images de Ray quittant le bâtiment 2 fois ce jour-là. Une fois pendant l'exercice d'incendie avec tout le monde, et la deuxième fois, il marche jusqu'à un parc voisin. Les officiers sont capables de le suivre depuis le bâtiment jusqu'au parc, grâce à toutes les caméras de vidéosurveillance extérieures des bâtiments voisins, et ils le voient s'asseoir sur les petites marches de l'entrée du parc. Vous savez quoi ? On dirait quelqu'un qui se dit « Mais qu'est-ce que je viens de faire ?» Mais ce n'est qu'après avoir découvert le corps d'Annie le 13 septembre que la police obtient finalement un mandat d'arrêt contre lui. Et puis souvenez-vous, un ADN a été retrouvé sur le corps d'Annie. Et je vous le donne en 1000, c'est l'ADN de Ray. Son ADN et ses fluides corporels sont retrouvés sur le protège-slip d'Annie. Une tache correspondant à son ADN est également retrouvée sur le mur du laboratoire, ainsi qu'une tache de sperme sur son pantalon bleu retrouvée dans le bac à linge. Sur sa blouse de laboratoire jaune qu'il a été vu porter, il y a une tache de sang, et ce sang appartient à Annie. Enfin, vous vous souvenez du stylo vert retrouvé sous le corps d'Annie ? Son ADN est également retrouvé dessus. D'ailleurs, petite anecdote, Ray écrit toujours tout à l'encre verte. C'est un peu sa marque de fabrique au travail. Et quand vous entrez dans le bâtiment pour vous rendre au laboratoire, vous devez vous inscrire sur une feuille. Même si la caméra vous voit, même si vous passez votre carte magnétique, vous devez signer avec vos initiales et l'heure à laquelle vous arrivez. Et ce jour-là, le 8 septembre, Ray écrit ses initiales RC à l'encre verte. Mais quand il quitte le laboratoire à la fin de la journée, c'est écrit à l'encre noire. À la sortie du poste de police le 10 septembre, Ray décide de se cacher et de ne pas rentrer chez lui. Mais les policiers n'ont aucun problème à le localiser et le 17 septembre, ils procèdent à l'arrestation de Raymond Clark au motel où il séjournait. Sa caution est portée à 3 millions de dollars. Il encourt la prison à vie. Mais même avec Raymond derrière les barreaux, officiellement accusé de meurtre, de nombreuses questions restent en suspens. Que s'est-il passé entre eux deux qui a conduit à la mort d'Annie ? Qu'est-ce qui a poussé Raymond à commettre un crime aussi tordu ? Mais nous n'aurons jamais de réponse claire. Encore à ce jour, il refuse de s'expliquer. Il refuse de donner les raisons de son geste. Mais voici la théorie la plus plausible. Revenons donc une fois de plus au 8 septembre 2009, le dernier jour où Annie Lee a été vue vivante. Annie passe les derniers jours avant son mariage à mettre en ordre ses recherches et ses devoirs, car elle sera absente quelques jours. Elle range, organise, priorise ses tâches afin de tout retrouver facilement à son retour. Évidemment, Annie envoie un mail à tous les chercheurs et au personnel du bâtiment pour leur faire savoir que si quelqu'un la cherchait, elle serait absente ce week-end pour son mariage et quelques jours après pour sa lune de miel en Grèce. Certaines personnes pensent que c'est ce mail qui a trigger Raymond, qu'il a probablement voulu confronter Annie au sujet de son mariage parce qu'il avait une obsession secrète pour elle dont elle n'avait probablement aucune idée, alors même que lui aussi était fiancé. Bon, on sait que sa fiancée est particulière, mais quand même. Mais il y a aussi une autre théorie qui circule. Après, peut-être que les deux sont liés, à vous de voir. Ce matin-là, selon cette théorie, Annie aurait reçu un SMS de Raymond lui demandant de venir plus tôt, car il voulait discuter de la façon dont Annie gérait son espace de travail et la propreté de ses cages à souris. Apparemment, les deux avaient déjà discuté de ce sujet, et certains pensent que Raymond était peut-être à bout de nerfs avec elle. Alors Annie est entrée dans la salle G13, puis Raymond la rejoint, et une dispute a éclaté. Il était un peu plus de 10h du matin. Puis, manifestement, les choses ont dégénéré. Que ce soit à cause du fait que Raymond lui ait peut-être fait des avances qu'elle a rejetées, ou alors qu'après lui avoir fait des remontrances sur la propreté de ses cages, Annie lui ait dit d'aller se faire cuire un œuf. On sait qu'elle en est capable. Raymond est probablement devenu violent avec la jeune femme, l'a peut-être bousculée ou l'a assommée, ce qui expliquerait certaines des éclaboussures de sang sur les murs de cette pièce. Essayant de dissimuler le crime, qu'il soit intentionnel ou accidentel, Raymond a probablement placé Annie dans un chariot en métal, un peu comme celui qu'il essayait de dissimuler aux yeux des détectives. Il a ensuite déplacé son corps vers un endroit plus discret, où il y aurait moins de passages, et pour ce faire, il a déclenché l'alarme incendie pour faire sortir tout le monde du bâtiment avant de tenter quoi que ce soit. Puis, il a apparemment déplacé Annie dans la pièce voisine, la salle G22, où il a peut-être réalisé qu'elle était toujours consciente. C'est à ce moment-là qu'il lui a tapé dessus à nouveau, puis a commencé à l'étrangler, ce qui pourrait expliquer le sang retrouvé sur le mur dans cette pièce également. Après que Raymond ait fait le tour du bâtiment avec Annie, couverte par le chariot, à la recherche de l'endroit idéal pour cacher son corps, il est finalement arrivé au vestiaire, et c'est là qu'il a trouvé l'endroit parfait pour fourrer le corps d'Annie dans le mur.
Après cela, il est vite sorti du bâtiment avec les derniers retardataires afin de se garantir un alibi. C'est du moins la théorie avancée par les procureurs lors du procès de Raymond Clark, mais ça ne répond pas vraiment à la question du mobile. Ce qui est déroutant dans cette affaire, c'est que Raymond a une fiancée et qu'il n'y a aucune indication qu'il harcelait Annie. Il n'y a aucun mail échangé entre eux à part celui où elle prévient de son absence. Alors Raymond aurait-il pu être obsédé par Annie en silence ? Selon certains criminologues, ce serait un phénomène appelé l'obsession intérieure. C'est quand quelqu'un est obsédé par une autre personne, mais uniquement dans sa tête, qu'il ne montre absolument aucun signe extérieur d'obsession, il ne cherche pas à entrer en contact avec cette personne, pas de message, pas d'appel. C'est terrifiant. Certains pensent que Raymond avait un complexe d'infériorité contrôlant et dominant, et que combiné à son désir irrésistible de puissance, un rejet d'Annie aurait été trop fort pour quelqu'un comme lui. Pour en revenir à la description que j'ai faite de lui, je vous ai dit que Raymond était un ancien athlète. Je suppose que Raymond Clark a atteint son apogée au lycée, ses camarades de classe disaient que ce gars était compétitif. Apparemment, vous n'auriez jamais su à quel point il aimait gagner jusqu'à ce que vous appreniez à le connaître, et à ce moment-là, vous découvrez qu'il avait une obsession de la victoire qui était presque terrifiante. Si on fait le parallèle avec sa vie au lycée, où il était une star respectée, et sa vie d'adulte de technicien de laboratoire travaillant dans un centre de recherche, avec certains des étudiants les plus prestigieux du monde, mais où il est considéré comme le bas de la chaîne alimentaire, ça a pu créer un choc. Il a commencé à prendre son travail très au sérieux. Trop au sérieux peut-être. Peut-être que le fait de se sentir inférieur aux chercheurs a suscité en lui une haine violente. Et selon une autre théorie, mais à vraiment prendre avec des pincettes, il semblerait que Raymond croit que les femmes asiatiques sont soumises et inférieures, et que quand Annie aurait rejeté ses avances ou minimisé ses remontrances au sujet des cages, il l'aurait ressenti comme une attaque encore plus forte contre son identité et aurait simplement vrillé. Pour conclure, selon un spécialiste de la prévention de la violence au travail nommé Héctor Alvarez, la colère liée au travail pourrait bien être le seul motif ici. Il affirme que certaines personnes vont mijoter en silence et laisser leurs émotions s'intensifier jusqu'à atteindre un point de rupture. Mais un psychiatre nommé Dr Michael Wellner affirme que la cause la plus courante de la violence au travail est généralement déclenchée par un rejet amoureux, ce qui serait logique, étant donné que l'ADN de Raymond a été retrouvé sur les sous-vêtements d'Annie, que son soutien-gorge a été remonté au-dessus de sa poitrine et que du sperme a été retrouvé sur son pantalon de travail. Mais ce ne sont que des spéculations, puisque nous ne saurons jamais le pourquoi du comment. Bien qu'il soit en prison dans l'attente de son procès pour le meurtre brutal d'Annie, Jennifer, sa fiancée, continue de rendre visite à Raymond tous les 2 ou 3 jours. Son avocat dit quelques mots, je cite. « Elle le soutient et je pense que cela montre à quel point leur relation est forte. Elle le soutient et est prête à lui offrir son aide. » Raymond Clark, 3e du nom, se présente devant un tribunal en janvier 2010 et plaide non coupable. Mais en mars 2011, il accepte le plaidoyer de culpabilité, ou plea deal, pour réduire sa peine. Raymond Clark purgera 44 ans de prison, jusqu'en 2053. Au tribunal, il dit, je cite, « J'assume l'entière responsabilité de mes actes. Je suis le seul responsable de la mort d'Annie Lee. Je suis vraiment désolée. J'ai enlevé Annie à ses amis, à sa famille et surtout à son fiancé. J'ai toujours essayé de faire ce qu'il fallait et d'éviter les ennuis, mais j'ai échoué. J'ai pris une vie et j'ai continué à mentir à ce sujet. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne ou causer de la douleur à qui que ce soit. Tout ce que je voulais, c'était être un bon fils, un bon frère et un bon fiancé. » Raymond Clark, 2e du nom, le père de Ray, a voulu dire quelques mots lui aussi. Je cite. « Je voudrais présenter les plus sincères condoléances de la part de ma famille à la famille Lee. Nous sommes égaux dans le chagrin et les larmes. Les événements de septembre 2009 ont dévasté 2 familles et choqué une nation. Aucun parent ne peut imaginer ou se préparer à perdre sa fille à cause de la violence ou à voir son fils commettre un crime aussi horrible. Je ne peux pas protéger mon fils et lui donner les moyens de réparer ce cauchemar. Mais je parle aujourd'hui avec un amour inconditionnel pour mon fils, et c'est avec une profonde tristesse que je veux lui dire que sa famille, sa fiancée Jennifer et ses amis l'aiment profondément et sont fiers qu'il assume la responsabilité de ses actes. Nous allons vivre notre vie en sachant qu'il est derrière les barreaux, mais nous sommes fiers que Ray ait plaidé coupable. Je veux que vous sachiez que Ray a exprimé des remords extrêmes depuis le début.
Je ne saurais vous dire combien de fois il a sangloté de manière incontrôlable, me disant à quel point il était désolé, me disant à quel point son cœur était torturé par la réalité d'avoir causé la mort d'Annie. Lors de l'enterrement d'Annie, son frère a donné un discours poignant. Je cite : « Ma sœur me manque. Nos appels téléphoniques me manquent. Les fréquents paquets de friandises qu'elle nous envoyait à tous avec un simple mot disant « Bonjour les gars, vous me manquez ?» me manquent. La voix tonitruante de ma sœur me manque et j'aimerais qu'elle soit encore là pour partager avec elle mon aventure au lycée. Je crois que pour accepter pleinement et retrouver la paix, je devrais pardonner à Raymond Clark ses sinistres actions. Mais je crois que peu importe le temps que Raymond Clark passera en prison, la douleur, la destruction et le bouleversement qu'il a infligé à moi et à toute ma famille ne s'effaceront jamais. Ma sœur n'est plus là. Elle ne reviendra pas. Le meurtre d'Annie Lee est le premier meurtre ayant pris place au sein de l'université de Yale, mais il paraît juste de mentionner ici le meurtre non élucidé, le 4 décembre 1998, de Suzanne Jovin, une étudiante populaire de 21 ans qui a été poignardée à 17 reprises à environ 3 km du campus. Suzanne Jovin est née le 26 janvier 1977 en Allemagne. Les deux parents de Suzanne étaient des scientifiques et dirigeaient l'Institut Max Planck de chimie biophysique à Göttingen, en Allemagne. Suzanne était une jeune fille intelligente qui s'est spécialisée en biologie et en chimie dans son lycée allemand, tout en parlant couramment l'anglais et l'allemand. Elle a choisi de partir étudier à Yale, tout comme l'avait fait sa mère avant elle. Pendant ses études, Suzanne a donné des cours particuliers à des enfants à l'école primaire, s'est mise à la chorale et a rejoint un groupe appelé Best Buddies pour que des adultes ayant des défis ou des handicaps intellectuels puissent se faire des amis. À 20h30, ce 4 décembre 1998, Suzanne sort d'une soirée pizza Best Buddies qui s'est tenue à l'église. Elle a aidé à nettoyer, a ramené un de ses amis chez lui, puis est allée garer la voiture du campus, un break qu'apparemment n'importe quel étudiant pouvait utiliser, sur le parking de l'université, situé à 2 pâtés de maison de son appartement. Elle est entrée chez elle puis est ressortie car elle s'est aperçue qu'elle avait gardé les clés de la voiture avec elle. Suzanne a été vue marchant vers le parking de l'université par une camarade de classe entre 21h20 et 21h25 qui a parlé avec Suzanne pendant quelques instants. Cette camarade rapportera plus tard que Suzanne a dit qu'elle allait déposer les clés puis rentrer directement chez elle parce qu'elle était fatiguée. Elle a également déclaré que Suzanne n'avait rien avec elle à part une feuille de papier et qu'elle semblait normale. Mais Suzanne n'est jamais revenue à son appartement. À 21h55, un passant a appelé le 911 pour signaler qu'une femme était blessée et qu'elle était allongée sur l'herbe. Lorsque les secours sont arrivés, Suzanne était morte, après avoir été poignardée 17 fois et avoir eu la gorge tranchée. L'autopsie a démontré qu'elle n'avait pas été agressée sexuellement. Le mobile n'était sûrement pas le vol non plus, car elle avait toujours sur elle sa montre et ses boucles d'oreilles. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Depuis le 18 juin 2024, l'État du Connecticut offre une récompense de 50 000 $ pour toute information permettant l'arrestation et la condamnation du meurtrier de Suzanne Jovin. L'université de Yale s'est engagée à verser 100 000 $ supplémentaires à ce fonds de récompense. Et c'était la très triste histoire d'Annie Lee et un peu celle de Suzanne Jovin. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!